Donc, chers collègues, mesdames et messieurs, donc je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre participation à cette conférence sur le harcèlement moral dans cet auditorium mis gracieusement à notre disposition par le Conseil général, que je remercie évidemment chaleureusement. Donc, cette conférence sera animée par Monsieur Samuel Crevel, magistrat, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Paris et conseiller référendaire à la Cour de cassation. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du contrat d'assurance passé entre le centre de gestion et Grâce à Voix, représenté ici par Irène Lévy, qui a bien voulu accepter d'assurer cette coordination. Je dois excuser André Domézel, donc vice-président du centre de gestion, que j'ai eu ce matin au téléphone et que j'ai eu du mal à percevoir parce qu'il était très enrhumé et très malade. Donc je voulais simplement quand même le remercier pour son investissement au sein du centre de gestion et à mes côtés dans le maintien du développement du service public, mais également Agnès Julier, donc directeur général, qui a orchestré la démarche, elle-même très attachée au service public, et puis le docteur donc Richard Lafare, qui assure les consultations, mais qui apporte son aide évidemment aux élus pour améliorer les conditions du travail. Donc pourquoi avoir choisi ce thème? Eh bien, ce qui me concerne déjà, il y a bien d'autres raisons, mais il y en a trois que je jugerais essentielles à mon sens. Parce que déjà, nous élus devons veiller à l'intégrité physique des agents, à leur bien-être au travail et assurer leur protection fonctionnelle. Parce qu'ils impactent les individus et le travail collectif. Parce que le harcèlement a un impact sur évidemment aussi l'absentéisme, donc en cascade derrière aussi par rapport à nos collectivités, un coût qui aussi n'est certes pas négligeable. Mais évaluer les situations de harcèlement est un exercice difficile qui implique la recherche de facteurs de risque. Ces facteurs peuvent s'articuler autour de plusieurs axes, dont 5 notamment, que je mettrai en avant: l'organisation du travail, avec l'imprécision parfois des missions ou des ordres contradictoires, la nature des tâches, en particulier celles qui ont trait à l'accueil du public en difficulté, des activités aussi, on le voit bien, en dents de scie. La relation au travail, parfois manque de solidarité au sein de l'équipe, isolation, manque d'objectifs clairs de la part de la hiérarchie. L'environnement physique aussi peut être aussi un facteur, avec parfois du travail effectué dans du bruit, une chaleur excessive ou des locaux pas forcément adaptés. L'environnement socio-économique, externalisation des services, mais également suppression d'emplois. Eh bien, tous en collectivité, nous sommes confrontés à des risques de contentieux liés aux agissements de certains agents, cadres ou pas, de certains élus aussi, mais également de nos administrés. Aussi, M. Crevel va nous apporter un éclairage sur les définitions du harcèlement, sur ses conséquences juridiques et sur nos obligations en qualité d'employeur. Je crois que bon nombre d'entre nous n'arrivent pas à jauger le niveau et savoir à quel moment. Donc, Monsieur Crevel, merci d'être présent. Vous nous aviez déjà assisté lors d'une conférence précédente. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer mes propos, je tenais à remercier à la fois le centre de gestion du Gard et Grâce à Voix, incarné par Madame Lévy à ma gauche, pour me permettre d'intervenir sur ce sujet assurément à la mode, peut-être trop, mais et tout aussi assurément difficile, des risques psychosociaux au travail et plus particulièrement parmi eux, je reviendrai d'abord sur le rapport entre les uns et les autres, sur le harcèlement moral en particulier. Pour me présenter brièvement, donc vous avez compris que j'étais magistrat judiciaire et aussi que j'étais membre de la Cour de cassation sur la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Ça fait parallèlement de nombreuses années que je m'intéresse à une problématique frontalière qui est celle de l'application du droit privé dans les collectivités publiques.
Et par droit privé, j'entends essentiellement droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit pénal, c'est tenté qu'on puisse le qualifier de droit privé, et s'en suivent un certain nombre de problématiques qui vous sont proches et dont certaines vont émerger au cours de mes propos à venir. La problématique de la protection fonctionnelle à laquelle Madame la Présidente a fait allusion, la problématique du traitement juridique des addictions ou des agressions des fonctionnaires dans leurs fonctions. Bon. Alors, je disais que je m'intéressais aux matières frontalières. On peut dire que les risques psychosociaux sont une frontière à eux tout seuls, hein, parce que on peut dire qu'ils sont aux confins du droit, de la psychologie, du médical, de l'ergonomie, des sciences managériales, et encore, je dois oublier bien d'autres aspects que ces risques psychosociaux peuvent toucher, ce qui les rend évidemment difficiles. Le juriste est toujours mal à l'aise face au médecin, et réciproquement, je suppose, le médecin est pas toujours forcément à l'aise avec le juridique, notamment avec l'étendue du secret professionnel. Et au sein même de la matière juridique, les risques psychosociaux sont un carrefour de différentes branches du droit, puisqu'on peut dire qu'ils mobilisent, et je ne pense pas d'ailleurs être exhaustif, le droit statutaire, évidemment, nous réfléchissons dans le cadre de collectivités territoriales, mais outre le droit statutaire, le droit du travail, vous verrez qu'il a une importance fondamentale s'agissant du traitement juridique des risques psychosociaux, ne serait-ce que parce que le décret du 10 juin 85 fait passerelle avec le livre 4 du Code du travail, donc ce livre dédié à la santé et sécurité au travail, en sorte que tous les textes du Code de travail relatifs à la santé et la sécurité, parmi lesquels, et j'y reviendrai, ceux qui imposent à l'employeur de faire face, d'assurer la santé mentale des travailleurs, sont applicables de plein droit dans les collectivités publiques. Donc vous n'échapperez pas au Code du travail. La matière des risques psychosociaux mobilise aussi le droit de la sécurité sociale. A priori, ça vous concerne moins, sauf qu'il y a quand même des gens chez vous qui sont au régime général, hein, ceux qui travaillent moins de 20 heures, enfin je parle sous le contrôle des spécialistes du statut, hein, par semaine, il me semble que c'est ça. Et au-delà de cela, le juge de la sécurité sociale, qui est le juge judiciaire, a développé face aux risques psychosociaux des raisonnements, notamment sur la question de l'imputabilité du stress au travail, voire l'imputabilité du suicide au travail. La jurisprudence a beaucoup évolué ces dernières années sur ce point, et je ne doute pas que le juge administratif, qui est toujours très demandeur d'exemples jurisprudentiels venant du judiciaire, n'intégrera pas ces raisonnements-là lorsqu'il sera demandé de vérifier si un suicide n'est pas imputable à une collectivité territoriale. Donc, droit statutaire, droit du travail, droit de la sécurité sociale, et bien évidemment, c'est peut-être même à celui-là que vous avez pensé d'emblée, droit pénal, puisque certains risques psychosociaux font l'objet d'une infraction spécifique, c'est bien entendu au harcèlement que je fais allusion. Et puis au-delà, si les risques psychosociaux ne présentaient que des difficultés juridiques, on arriverait à s'en sortir. Mais pour étudier cette question depuis un certain nombre d'années maintenant, notamment dans le cadre de réflexions que j'ai menées au Fonds national de prévention, rattaché à la CNRACL, qui est un organisme que vous connaissez peut-être, eh bien, on s'est aperçu que les risques psychosociaux engendraient des difficultés propres. Alors, difficulté des définitions, j'y reviendrai. La notion de risque psychosocial est de celles qui se conçoivent instinctivement bien, mais qui se définissent difficilement. En tout cas, nous y reviendrons, ça serait une erreur de croire que tous les risques psychosociaux sont réductibles au seul harcèlement moral. Ce serait là commettre de cette erreur de prendre un bonsaï pour la forêt amazonienne. Les risques psychosociaux posent aussi des difficultés de preuve qui sont indéniables. Quand on est travailleur victime d'un accident du travail physique pour avoir par exemple chuté en hauteur, il n'est pas très difficile de démontrer que cet accident est imputable à faute à la collectivité de travail. On m'a demandé de faire tel travail à telle hauteur, j'avais tel équipement non conforme à la réglementation, donc l'imputabilité de l'accident au travail et son obligation pour la collectivité de l'indemniser ne fera aucun doute. Beaucoup plus difficile de prouver
risque psychosocial, enfin la concrétisation d'un risque psychosocial ou même un harcèlement, la jurisprudence nous montre que ces choses-là se font bien souvent de manière insidieuse. C'est un bureau qui se réduit, ce sont des tâches qui deviennent de plus en plus subalternes, c'est une sorte de déconsidération générale dans la collectivité de travail qui se fait jour, des propos un peu déplacés mais jamais devant des témoins, enfin bref, la jurisprudence admet tous ces éléments-là comme étant constitutifs d'un harcèlement, mais encore faut-il être capable de les prouver si le harceleur a le mauvais goût de nier sa responsabilité. Et puis, en dehors même de la stricte problématique juridique, on peut dire que les risques psychosociaux, le harcèlement, le burn-out, j'assistais la semaine passée au congrès national de l'association française de psychiatrie qui était justement consacré au burn-out. C'est une information en soi, ça montre que c'est un sujet qui ne mobilise pas que les juristes. Hein. Eh bien, on s'aperçoit que le burn-out, le stress au travail, recèle une ambiguïté fondamentale de la part des acteurs. De la part de l'employeur, évidemment, objectivement, l'employeur va vous dire ah ben moi je fais tout pour que mes travailleurs ne soient pas stressés, ne se tuent pas à la tâche, etc. Mais inconsciemment, est-ce qu'il n'est pas content que certains de ces travailleurs fassent preuve d'un zèle excessif, se brûlent au travail, d'où l'expression burn-out, parce qu'ils sont corvéables à merci, infatigables, enfin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière combustible. Les employeurs ont une attitude parfois ambiguë, officiellement ils réprouvent cet excès de zèle, mais est-ce qu'ils en tirent aussi profit, du moins pendant un certain temps? Et l'ambiguïté est aussi dans le camp des travailleurs, car il est, en tout cas dans certaines collectivités de travail, il faut pas se le cacher, bien porté d'être débordé, stressé, etc. C'est même suspect quand on ne dit pas qu'on l'est. Pour avoir travaillé en ministère, c'est un haut lieu du burn-out réel ou supposé, eh bien, on voit bien les spirales qui s'enclenchent. C'est à celui qui travaillera plus tard, c'est à celui qui hurlera, qui est de plus en plus débordé, etc. Ce genre de cri existentiel professionnel. Puis un jour pas fait comme un autre, on finit par croire ce qu'on dit, et puis on est réellement mal. Et il n'est pas forcément facile de soigner les gens malgré eux. C'est une spirale difficile à conjurer. On est obligé, quand on est supérieur hiérarchique dans cette ambiance-là, de faire du disciplinaire à rebours, c'est-à-dire j'interdis de travailler au-delà de 20 heures, j'interdis d'emmener du travail chez soi, etc. Bon. C'est pas toujours facile. Donc par ces petites touches, j'espère vous faire saisir, mais je suis sûr que vous le saviez déjà, toute la difficulté de cette délicate matière des risques psychosociaux au travail. Alors, il est une certitude, c'est que ces risques psychosociaux ont été trop longtemps et parfois délibérément ignorés par les employeurs, par les instances représentatives du personnel, par les juges aussi, mais aussi d'une façon générale par le droit, comme ne répondant pas aux critères classiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et parce que ces affections d'ordre psychologique paraissaient trop dépendre trop intimement de la personne et de la subjectivité du travailleur qui s'en plaignait. Aujourd'hui, à l'inverse, on peut dire que les risques psychosociaux professionnels font l'objet de toutes les attentions, au point de paraître parfois, il est vrai, un peu surdimensionné. Il n'est pas ceci étant, dans l'histoire, on s'aperçoit que il y a déjà une catégorie particulière d'employeurs qui s'intéressaient de très près aux risques psychosociaux et au burn-out, au stress au travail. Ce sont les religieux. J'ai appris récemment que dans les communautés religieuses, mais dans des temps très reculés, on accordait une attention toute particulière à ces religieux qui faisaient preuve d'une sorte d'excès de foi, qui étaient infatigables, des zélés défenseurs de la religion, et qui, du jour au lendemain, perdaient leur foi, de tomber dans une espèce de déprime, ce que les religieux appellent l'ascétie.
c'est un mot que j'ai appris à cette occasion, une sorte de burn-out spirituel, si vous voulez, et qui inquiétait les religieux parce qu'ils savaient bien qu'au bout du bout, ces moines ou ces prêtres hyper zélés, finalement, on arrivait à perdre la foi une fois que le ressort s'était cassé. Donc, c'est là un phénomène qui est aussi ancien que le travail, vraisemblablement. Alors, au-delà des exagérations et des effets de mode auxquels on peut assister aujourd'hui en matière de risques psychosociaux, il est indéniable que ces affections professionnelles d'un genre nouveau sont devenues une lourde réalité judiciaire. Pour s'en tenir au seul harcèlement, lequel, je le rappelle, n'est pas entièrement superposable aux risques psychosociaux dans leur ensemble. J'y reviendrai. Le harcèlement a engendré en 2011 250 arrêts de la Cour de cassation. Vous tapez harcèlement Cour de cassation, enfin sur les banques de données adéquates, vous avez 250 arrêts. En 2011, 280 en 2012. Ça fait beaucoup. Enfin, pour être bien placé pour le mesurer, ça fait beaucoup pour une matière qui est quand même assez marginale. Alors, avant d'étudier plus concrètement ce que ces décisions ont à nous enseigner, et elles ne sont pas sans surprise, mais je laisse planer le suspense un instant, on peut s'interroger sur les facteurs, dans le cadre de cette introduction, sur les facteurs d'émergence de ces risques au cours de ces dernières années. Même si, encore une fois, les spécialistes de la santé au travail vous disent que il y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Alors, les facteurs d'émergence les plus fréquemment répertoriés sont les suivants, mais bien entendu, on peut en ajouter d'autres, ne serait-ce que l'effet de mode en soi, dans une matière psychologique, me semble être particulièrement redoutable. Alors, quelques facteurs d'émergence. Certains vous disent que il y a qu'une moindre présence des syndicats dans l'entreprise, de la syndicalisation dans l'entreprise, et également un affaiblissement de l'esprit collectif au travail est un facteur d'émergence du mal-être au travail. Effectivement, quand les travailleurs se serrent les coudes, se sentent appuyés ou se protègent entre eux, évidemment, on est moins vulnérable que si on est isolé face à une hiérarchie ou face à des collègues de travail pas forcément toujours bienveillants. Dans le prolongement de cet isolement du travailleur propice au mal-être au travail, il faut citer, et là je ne fais que répéter ce que les spécialistes de la matière expliquent, que le mal-être au travail a fait un bond considérable avec l'apparition de technologies d'évaluation des performances individuelles des travailleurs. Et c'est évidemment l'informatique qui constitue au premier chef cet outil d'évaluation. Ces spécialistes expliquent que à partir du moment où on parvient à retracer les performances de chaque travailleur, eh bien, ce travailleur se sent d'abord l'objet d'une attention redoublée de la part de sa hiérarchie, ce qui n'est pas forcément pour mettre à l'aise. Et pire, les autres travailleurs qui travaillent aux côtés de lui ne sont plus ses collègues de travail, mais des concurrents potentiels. Et les bons résultats de votre collègue de travail, qui autrefois rejaillissaient bénéfiquement sur toute l'équipe, les bons résultats de votre voisin peuvent vous mettre en difficulté parce que ça signifie que vous en avez des moins bons. Donc l'évaluation individuelle des performances au travail est assurément, selon les spécialistes, un facteur de poids. On peut aussi citer une évolution des textes en matière de risques psychosociaux. De risques psychosociaux. Je m'y attarderai tout à l'heure, car je suis là pour vous parler plus de textes que de psychologie. Je serais bien incapable de tenir longtemps sur ce sujet. Mais quand on regarde bien le Code du travail, et même d'une certaine façon vos textes statutaires, on s'aperçoit que aujourd'hui,
mais je serai plus précis tout à l'heure, la santé mentale est mise sur le même plan que la santé physique. Prenez un seul exemple, prenez le décret du 10 juin 1985, récemment modifié par le décret du 28 février, je crois, 2012. Texte fort intéressant en matière de responsabilité, en matière de santé sécurité au travail d'ailleurs. L'article 39 de ce décret, qui définit les missions du futur CHSCT, dit le CHSCT contribue en outre à la promotion et la prévention des risques professionnels et mène toute action destinée à assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Santé physique et mentale, c'est mis sur le même plan. Je citerai tout à l'heure d'autres textes du Code du travail dans le même sens. Donc, les textes eux-mêmes ont mis ces risques-là au niveau des risques physiques qui formaient la matière plus traditionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles. Autre facteur d'émergence, et je m'arrêterai assez rapidement, il y a une plus grande prise de conscience des travailleurs de ces risques. À force de leur en parler, certains d'entre eux finissent par diagnostiquer qu'ils sont victimes de telles affections au travail. Et puis, si on s'intéresse particulièrement au monde des collectivités publiques, on s'aperçoit qu'il y a malheureusement un facteur supplémentaire d'augmentation et d'aggravation des risques psychosociaux et notamment du harcèlement, c'est la difficulté qu'il y a de licencier un travailleur. Il faut pas se voiler la face. Dans le secteur privé, lorsque l'employeur est en but à un travailleur qui se plaint de harcèlement, de mal-être, etc., et dont les performances s'en ressentent, l'employeur pourra être tenté d'user de son pouvoir de le licencier, certes à mauvais droit, certes en payant une indemnité d'autant plus élevée que le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse vraisemblablement, mais au bout du bout, et pardonnez-moi la brutalité de mon propos, le travailleur sera sorti, le fauteur de problème sera sorti de la collectivité de travail. Alors que dans le secteur public, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, les choses sont beaucoup moins simples que cela, et face à un travailleur qui pose problème, le risque est que, dans la mesure où on peut pas s'en séparer aussi facilement que dans le secteur privé, bien que les situations pourrissent, en espérant une sorte de guerre de tranchées, l'employeur espérant que le travailleur demandera sa mutation ou démissionnera, et le travailleur espérant qu'à l'occasion des prochaines élections, l'employeur, si tant est que ce soit l'autorité territoriale, le harceleur, ce qui n'est pas la majorité des cas d'ailleurs, ou à la faveur d'une mutation, son tourmenteur partira avant lui. Et vous avez comme ça dans les collectivités, ça se voit en jurisprudence, je l'ai pas inventé, une sorte de conte de Monte Cristo, des gens qui sont reclus dans des bureaux depuis des années, auxquels personne n'a le droit de parler, ce qui objectivement est une situation absolument inadmissible et qui jette le désarroi dans la collectivité de travail, car les autres travailleurs voient le sort qui est réservé à l'un d'entre eux. Ce sont des situations inacceptables qui n'existent quasiment pas dans le privé, car dans le privé, au bout du bout, l'employeur préfère licencier et payer cher que d'avoir un pourrissement comme ceux auxquels on assiste dans le secteur public. Donc, et bien, il y a certainement bien d'autres causes que je n'ai pas citées, mais celles-ci me semblent être les principales. Alors, si on revient un petit peu au droit, il faut d'emblée dissiper une idée reçue, c'est que la matière des risques psychosociaux en général et même du harcèlement en particulier sont très loin d'être exclusivement pénales. Je vous ai dit tout à l'heure que la Cour de cassation rendait, bon an mal an, un petit peu moins de 300 arrêts par an en matière de harcèlement, de seul harcèlement. Intéressons-nous un petit peu allons un peu plus loin dans l'étude de ces décisions. Lorsqu'on les recense,
on s'aperçoit que les 3/4 d'entre elles n'ont rien à voir avec la matière pénale. Ils ont à voir, et j'y reviendrai bien entendu, car c'est un aspect de la matière qu'on ne traite pas suffisamment souvent. Là encore, le pénal cache un peu la forêt aux yeux des juristes. C'est que les 3/4 de ces arrêts en matière de harcèlement concernent soit le droit du travail, le contrat de travail, l'exécution du contrat de travail, soit le droit de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'imputation du harcèlement au travail à des fins indemnitaires. La très grande majorité des litiges en matière de harcèlement ne sont pas le fruit d'une poursuite pénale consécutive à la plainte d'un travailleur se disant harcelé. C'est le cas le plus fréquent et de loin en jurisprudence, mais on a la même chose dans le public, j'y reviendrai, c'est un travailleur qui se voit infliger une sanction disciplinaire à raison de son comportement, parce qu'il est agressif, parce qu'il fait preuve d'absentéisme, et qui riposte à l'appui, qui conteste cette sanction et invoque à l'appui de cette contestation que si il est agressif, si il n'est pas dans son assiette, c'est parce que il est victime d'un harcèlement. Donc c'est la grande majorité des litiges, quand on les étudie de près, sont liés à la contestation d'une sanction disciplinaire, motif pris de l'existence d'un harcèlement qui explique en réalité le comportement objectivement fautif du travailleur. Et finalement, les plus mathématiciens d'entre vous auront compris qu'il n'y a qu'un quart des arrêts de la Cour de cassation qui concernent la matière pénale. Alors, pour organiser mes propos autour de ces deux axes, parce que je pense que les risques psychosociaux en général et le harcèlement en particulier mobilisent deux types de problèmes. Une problématique de responsabilité pénale, par laquelle je vais commencer parce que c'est sans doute là que vous m'attendez le plus, mais aussi, et ça c'est aussi un aspect qu'il faut absolument pas négliger, d'autant qu'il est quantitativement très majoritaire. Les risques psychosociaux rejaillissent sur la relation de travail au sens large, qu'il s'agisse de l'exécution du travail, du droit disciplinaire ou de l'obligation de l'indemniser au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. On manquerait une des deux faces de la Lune si on étudiait en matière de RPS l'un de ces deux aspects. Alors, avant de commencer, je vous promets, je vais bientôt terminer mon introduction. Il faut faire ce constat qu'on parle de risques psychosociaux, mais finalement c'est là une notion qui n'est pas définie par le droit, c'est là toute la difficulté. On va voir que le harcèlement, lui, fait l'objet d'une définition positive, peut-être contestable, mais relativement précise, dont les juridictions font application. C'est pour ça que le harcèlement est commode, car il est bien balisé en droit. Les risques psychosociaux hors harcèlement ne font pas l'objet d'une définition précise, qui n'empêche pas, on le verra, le juge de les appréhender, ne serait-ce que pour les qualifier d'accidents du travail. Alors, on voit parfois, au gré des décisions, parce que le juge est bien obligé de nommer, de mettre un nom sur la chose, on voit parfois mal-être au travail, pas très juridique, affection professionnelle non physique, un peu laborieux comme dénomination, troubles psychologiques liés au travail. Là, ça paraît un petit peu plus satisfaisant, mais ce flottement des terminologies, parfois on voit RPS, risque psychosocial, mais risque psychosocial, la formule je la trouve ambiguë parce que ça évoque à la fois une cause et une conséquence, même plutôt une cause, alors que le juge a à traiter d'une conséquence, c'est-à-dire le mal-être au travail. En cela, troubles psychologiques liés au travail me semble plus révélateur comme expression, mais en tout cas il faut se persuader que il n'y a pas de définition encore en l'état du droit positive des risques psychosociaux, que seul parmi eux le harcèlement fait l'objet d'une sorte de traitement de faveur, avec ce risque de le surdimensionner par rapport aux autres risques. Alors, responsabilité pénale en matière de risque psychosocial. Je viens de vous indiquer à l'instant que
la matière, enfin, non, je vous ai pas indiqué, j'avais un petit peu trop vite dans mon raisonnement. La matière de la responsabilité pénale, s'il y a des juristes dans la salle, ils me le confirmeront, est une matière qui est gouvernée par la notion d'infraction pénale. Il n'y a pas de responsabilité pénale envisageable s'il n'y a pas commission d'une infraction pénale. Laquelle infraction pénale correspond à un comportement déclaré par le législateur comme méritant d'encourir une sanction pénale. Bon, ça est un peu schizophrénique, mais je pense que je me suis fait comprendre. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps à la responsabilité pénale en matière de RPS, il faut se demander s'il existe des infractions correspondantes. Et à l'analyse, il apparaît que il y a deux groupes d'infractions qui se dégagent. Le premier groupe, le plus visible, est celui des harcèlements. Et puis, on s'aperçoit aussi, au travers de quelques décisions encore un peu isolées, que le juge pénal sait appréhender sous l'angle de la responsabilité pénale des troubles psychologiques qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, être strictement qualifiés de harcèlement moral ou sexuel. Alors, les harcèlements en premier lieu, vous le savez, depuis 2002, ça date pas d'hier, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel font l'objet d'une infraction spécifique dans le code pénal. Si on s'intéresse lorsqu'on s'intéresse aux décisions prononcées en matière pénale relativement au harcèlement, soit un quart des arrêts de la Cour de cassation, si vous m'avez suivi, eh bien on s'aperçoit que dans ce quart, 90% des arrêts sont relatifs au harcèlement moral, contre seulement 10% relatifs au harcèlement sexuel. Dans le monde du travail, c'est manifestement, mais ce n'est pas vraiment une surprise, le harcèlement moral qui est celui qui est le plus dénoncé et poursuivi et vraisemblablement commis. Alors, le harcèlement moral est prévu et réprimé, c'est un délit, par l'article 222-33-2 du Code pénal, 222-33-2. Je vous lis le texte brut de béton, un peu indigeste, et puis après je vous donne quelques enseignements de la jurisprudence à son propos. Le fait d'harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est un délit. Il ressort de cette définition que la caractérisation du harcèlement moral suppose, comme toute infraction, du reste un élément matériel et un élément intentionnel. Alors, l'élément matériel auquel la jurisprudence s'est intéressée au premier chef, c'est la notion d'agissement répété. Tel que le texte est rédigé, il faut que, pour qu'il y ait un harcèlement, il faut pouvoir observer et prouver, quand on s'en dit victime, que l'on est victime non pas d'un agissement unique, de la part d'un autre membre de la collectivité de travail, mais d'une répétition d'agissements. Une insulte isolée, une brimade isolée ne constitue pas à elle seule un harcèlement au sens du code pénal. Et la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises, effectivement, que aussi dommageable soit-il, un comportement isolé ne peut être constitutif d'un harcèlement moral en l'absence de la répétition requise par l'article 222-33-2. Bon. Mais la Cour de cassation a également jugé que la répétition requise par le texte peut être la succession d'agissements de nature différente. Une insulte, une réduction de bureau, une privation de place de parking. Prendre des exemples tirés de la jurisprudence. Une interdiction d'accès à la machine à café collective. Bon,
isolément, chacun de ces agissements peut être regardé comme harcèlement, mais la conjonction de ces agissements crée la répétition requise par le texte. Alors, étant maintenant observé qu'il faut une répétition, quels sont les agissements qui peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement? Et vous remarquerez que le terme agissement est particulièrement peu précis. Un agissement, ça peut être tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la jurisprudence nous montre que ça l'est, parce que le législateur n'a pas voulu donner une liste de comportements devant être regardés comme des harcèlements, car sinon les personnes mal intentionnées seraient ingéniées d'avoir des comportements qui ne rentraient pas dans la liste. C'est tout le problème de donner une liste quand on rédige un texte, c'est qu'on en oublie. Donc le législateur n'a eu d'autre choix finalement que de prendre d'utiliser ce terme vague, agissement, et la jurisprudence a bien compris le message, qui admet comme constitutif de harcèlement des agissements de nature extrêmement différente. Si on veut classer un peu les agissements retenus par la jurisprudence, on distingue avec la doctrine les agissements de droit d'un côté et les agissements de fait. Les deux étant mis sur le même plan, la loi ne distinguant pas, vous l'avez compris. Alors, ce qu'on appelle les agissements de droit, ce sont ceux qui prennent la forme d'une mesure qui ressortent en apparence du pouvoir hiérarchique. Sanctions disciplinaires, changement de tâches désavantageux. Un des premiers arrêts en matière de harcèlement, c'était quelqu'un qui avait la qualification de coiffeuse dans un salon à qui on faisait exclusivement balayer le sol. Donc c'est un travail déqualifié par rapport à ses compétences. Mutation forcée, placement défavorable dans l'organigramme, ordre vexatoire, etc. Bon, tous ces agissements-là sont qualifiés d'agissements de droit de manière large parce qu'ils paraissent s'inscrire faussement, on va le voir, dans l'exercice du pouvoir légitime de direction de l'employeur. Et puis vous avez aussi, à côté de ces agissements de droit, des agissements de fait qui sont sans doute plus visibles, car eux n'empruntent pas de forme hiérarchique, de formalisme hiérarchique particulier. Ce sont des insultes, un isolement, une suppression du matériel de travail, des gens qui sont dans des bureaux sans aucun matériel leur permettant de travailler, obligation imposée à tous les cadres d'un service de faire des pompes dans le couloir lorsqu'il y a une erreur de caisse. Ça peut donner des idées, hein, je suis désolé. Moi j'ai fait ça au ministère, ça marche très bien. Ridiculisation du travailleur devant la clientèle, etc. Les arrêts se succèdent par centaines en la matière, qui montrent que l'imagination des personnes mal intentionnées est infinie. C'est le travailleur qui vient prendre son travail et la clé de son bureau a été changée, par exemple. On a supprimé sa place de parking, enfin bref. Il convient de préciser qu'à la suite d'une modification de la rédaction du texte intervenue en 2004, si ma mémoire est bonne, il n'est plus requis pour qu'il y ait un harcèlement moral que le harceleur soit en position hiérarchique supérieure par rapport au harcelé. Ce qu'on appelle, dans le jargon des spécialistes du travail, le harcèlement descendant. On peut imaginer, et la jurisprudence l'a admis à plusieurs reprises, le harcèlement remontant, c'est-à-dire le fait pour des subordonnés d'harceler un supérieur hiérarchique. C'est possible. Le texte le permet aujourd'hui. Il est neutre. Il y a quelques arrêts comme ça. Il vous aura pas échappé non plus à la lecture du texte constitutif de l'infraction que il faut non seulement des agissements répétés, mais aussi il faut que ces agissements aient pour conséquence une dégradation des conditions de travail. Laquelle dégradation des conditions de travail s'entend, selon le texte, une atteinte à la dignité du travailleur, ou une altération de sa santé physique ou mentale, ou une compromission de son avenir professionnel.
il a été jugé que le fait pour un salarié de présenter des signes d'une dépression était la preuve d'une dégradation de ses conditions de travail. Il a été jugé, mais ça je dis ça pour vous faire sourire, que le fait pour un employeur d'imposer un déshabillage forcé à ses salariés qui prenaient leur travail en retard constituait une atteinte certaine à leurs conditions de travail. Bon, peut-être pas pour ceux qui regardent, mais en tout cas pour ceux qui le subissent. La difficulté en matière de harcèlement moral auquel le juge judiciaire a été confronté, c'est que d'un travailleur à l'autre, on peut ne pas ressentir les mêmes affects face à une situation donnée. Tel travailleur face à tel ordre ou telle situation de telle condition de travail va estimer que c'est peut-être un peu rude, mais bon, il a le cuir dur et puis il se va pas déprimer pour autant ni se sentir stressé. Il en a vu d'autres. Et puis à l'inverse, d'autres travailleurs plus avifs ou plus fragiles, lui va estimer que ces mêmes conditions sont pour lui insupportables, et c'est là qu'il va le développer une affection d'ordre psychologique. Le juge pénal a évidemment été confronté à cette subjectivité du harcèlement moral. Tel va s'en sentir harcelé moralement quand tel autre va y voir qu'un exercice un peu poussé par l'employeur de son pouvoir de direction. Alors, comment est-ce que le juge s'en est sorti? Parce qu'il ne peut évidemment pas tomber dans une casuistique à chaque plainte, de savoir si on a affaire à un travailleur solide, pas solide, à moitié solide. Eh bien, il s'est forgé une sorte de raisonnement à propos d'un travailleur standard. C'est-à-dire que ça ressort d'un certain nombre de décisions. Le juge dit un travailleur, enfin, il dit pas ça comme ça, mais face à telle condition, un travailleur normal ne peut que se sentir harcelé. Bon, ce qui signifie à la hausse et à la baisse que des travailleurs ultra sensibles voient leur plainte rejetée parce que finalement ils dénoncent des conditions certes peut-être dures mais qui ne peuvent pas être regardées comme pénalement répréhensibles, et à l'inverse des travailleurs au cuir très solide peuvent porter plainte pour harcèlement quand bien même ils n'auraient pas de dépression consécutive, parce que objectivement ce qu'ils subissent n'est pas supportable. Vous voyez, c'est les conséquences de ce recours par le juge pénal à une sorte de travailleur standard, normalement résistant psychologiquement aux contraintes de travail. Il est intéressant enfin, s'agissant du harcèlement moral, de s'intéresser à l'intention requise de la part de la personne accusée de harcèlement. Je vous ai dit que l'élément intentionnel était une donnée importante. Une certitude, s'agissant d'un délit, le harcèlement moral est une infraction intentionnelle. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il peut y avoir plusieurs niveaux d'intention dans le harcèlement. Le texte ne dit rien sur l'intention, il se garde bien de le faire d'ailleurs. En fait, il dit le fait de harceler moralement, c'est il parle que du fait d'harceler, des agissements répétés qui dégradent les conditions de travail, mais il ne dit pas dans l'intention de créer une dépression ou etc. Bon, un état dépressif, etc. Bon, donc la jurisprudence a une vision finalement assez large et assez souple de l'intention en matière de harcèlement, puisque on en est arrivé aujourd'hui à cette conclusion que pour que le harcèlement moral soit caractérisé, il faut et il suffit de démontrer que la personne accusée de harcèlement a eu l'intention de commettre les agissements qu'on lui reproche. L'employeur a eu l'intention d'ordonner à ses subordonnés de faire des pompes dans le couloir. L'employeur a eu l'intention de réduire de supprimer la place de parking de tel travailleur. L'employeur a eu l'intention de
d'interdire à tel travailleur l'accès à la machine à café collective. Cette intention, à dire vrai, n'est pas très difficile à prouver. On n'interdit pas l'accès à une machine à café par hasard. On ne supprime pas une place de parking fortuitement. Bon. Mais, dit la jurisprudence, il n'est pas requis de la part du plaignant de prouver que la personne qui l'accuse a eu l'intention de le plonger dans un état de dépression ou de stress. C'est là toute la subtilité de l'élément intentionnel du harcèlement moral. Il faut et il suffit de prouver que la personne accusée de harcèlement a commis les agissements qu'on lui reproche intentionnellement, mais il n'est pas requis de prouver qu'il les a commis dans l'intention de plonger le travailleur qui en est victime dans un état dépressif. Vous voyez la nuance, et évidemment, ça élargit d'autant le champ du harcèlement moral, car la Cour de cassation répète fréquemment, et notamment dans un arrêt de la Chambre criminelle du 30 janvier 2007, dans un contexte d'administration d'État, que ce qui peut être qualifié de maladresse managériale peut rentrer dans le cadre du harcèlement. Donc la maladresse managériale peut rentrer dans le cadre du harcèlement. Pourquoi ? Dit comme ça peut paraître un peu surprenant, parce que maladresse, ça évoque plutôt le monde des infractions non intentionnelles. Mais en réalité, le manager maladroit, il donne bien les ordres qu'il donne, il a bien l'intention que on fasse ci, fasse ça, même si c'est inapproprié et maladroit. Il n'a pas l'intention que les travailleurs se portent mal, mais c'est pas le problème. On l'a vu. L'intention coupable se situe en amont de l'intention de provoquer les troubles psychologiques caractéristiques du harcèlement. Donc finalement, quand on analyse un peu cette infraction de harcèlement moral et la jurisprudence qu'elle a engendrée, on s'aperçoit que son champ est large, parce que finalement, tout agissement peut être pris en compte pourvu qu'il ne soit pas isolé. L'intention est finalement de commettre l'infraction de la part de la personne accusée est finalement très vite caractérisée. Il suffit qu'il y ait eu l'intention de commettre les agissements répréhensibles. Cette étendue du champ d'application du harcèlement moral explique le nombre de plaintes, de poursuites et conséquemment de condamnations pour ce motif. Alors, le harcèlement sexuel, lui, vous l'avez compris, est plus marginal. Il a fait beaucoup parler de lui l'année passée à la suite de l'abrogation par le Conseil constitutionnel du texte infractionnel d'origine, avec des relaxes de personnalités connues pour masser les pieds que cela a engendré. Il est vrai que le texte de 2002 n'était pas un monstre de perfection juridique, puisque, en bref, il était dit le harcèlement sexuel, c'est le fait d'harceler sexuellement. C'est une forme de tautologie juridique que le Conseil constitutionnel n'a pas supporté comme étant redondante. Bon, maintenant, là, on a une vraie définition, mais qui est portée par l'article L222-23 du Code pénal. Pardon, il n'y a pas de L, c'est 222-33 du Code pénal, mais qui est beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus laborieuse. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée, on retrouve la répétition, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Bon, on est tombé un peu d'un excès à un autre, d'un laconisme à un excès de précision. Je pense sincèrement que la jurisprudence d'avant la nouvelle rédaction de 2012 sera substantiellement reconduite parce que finalement le juge, face à la vacuité de la définition précédente, on était arrivé finalement à se recréer une définition qui était assez proche de celle que le texte nouveau a introduite.
réserve faite de la répétition. Ça, la jurisprudence n'aurait pas pu l'inventer, ce qui réduit un petit peu le champ du harcèlement sexuel. Alors je rentre pas dans le détail de ces décisions, étant rappelé que le harcèlement sexuel est quand même marginal, mais toute la difficulté à laquelle la jurisprudence est confrontée est celle de faire le départ d'entre pour parler clairement, le départ entre la drague lourde et le harcèlement sexuel. Vous avez des arrêts de cour d'appel qui sont très fleuris, le fait d'offrir des fleurs fréquemment, de provoquer une situation d'effleurement des mains auprès d'une collègue de travail, de faire preuve d'assiduité n'est pas en soi un harcèlement, car il n'y a pas forcément de connotation sexuelle derrière, alors qu'à l'inverse, des propos grivois tenus en permanence, etc. Enfin bon, je rentre pas dans le détail de ces admirables décisions des juges du fond, mais on voit que le juge est plus mal à l'aise avec le harcèlement sexuel et qu'il peut-être met la barre plus haut que pour le harcèlement moral. Bon, c'est une impression que je ressens à la lecture des décisions. De toute façon, il vous sera donné une documentation dans laquelle vous aurez plus d'exemples et des références de jurisprudence. Alors, une fois passé le constat de l'existence d'une infraction de harcèlement, moral ou sexuel, il faut se poser, le pénaliste doit se poser une seconde question que vous devez vous poser, c'est à qui l'imputer cette infraction, hein? Car dans une collectivité de travail et dans une collectivité publique en particulier, les acteurs, enfin les responsables potentiels peuvent être relativement nombreux. Une autorité territoriale qui détourne les yeux d'un harcèlement qu'on porte à sa connaissance, supérieur hiérarchique qui commet ces agissements, qui est parfois relayé, amplifié par d'autres, par un autre membre de l'équipe qui veut se faire bien voir du chef harceleur, et puis des collègues de travail qui au mieux ne disent rien et au pire aboient avec le loup. Donc, si on regroupe tous ces personnages, on s'aperçoit que potentiellement il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer dans la sphère du harcèlement moral par leur attitude positive ou négative. Donc il a fallu que la jurisprudence se forge des règles d'imputation qui me semblent être les suivantes, hein, tout ça brièvement et sans rentrer dans toutes les nuances. Si vous devez garder à l'esprit quelques règles d'imputation, il me semble qu'elles doivent être les suivantes. La première règle d'imputation qui me semble être la plus simple à retenir, c'est que l'employeur public ou privé, hein, j'ai oublié de préciser, mais ça va de soi, que le harcèlement, lui, pour tout le monde, si je puis dire, hein, on voit des exemples de condamnation aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. J'ai un cas en tête très récent d'un maire qui a été condamné pour harcèlement moral et pour homicide involontaire parce qu'il avait tellement tourmenté son directeur général des services que celui-ci s'est donné la mort. Bon, donc on voit aussi bien dans le public que dans le privé des personnes poursuivies et condamnées du chef de harcèlement. Donc, première règle d'imputation, la plus simple, c'est que l'employeur, donc l'autorité territoriale dans le public, dans les collectivités territoriales, ou le chef d'entreprise dans le secteur privé est déclaré responsable du harcèlement lorsque les agissements ont été commis soit par lui-même, soit sur ses ordres. D'accord ? Ça, c'est la première règle d'imputation. Elle est logique. Deuxième règle d'imputation, tout aussi logique dans un système de personnalité des peines qui caractérise le droit pénal français, c'est lorsque le harcèlement est commis par d'autres acteurs que l'employeur de la collectivité de travail, ce sont ces acteurs qui encourent
qui encourt la condamnation. Hein, si c'est pas l'employeur lui-même qui commet les agissements de harcèlement, mais un chef de service, a priori, c'est ce chef de service qui sera poursuivi et condamné, c'est l'auteur des agissements. Après, vous avez une troisième règle, et on va vite, après on va tomber dans les nuances. Le juge pénal dit de temps en temps également qu'il n'y a pas de responsabilité pour harcèlement si l'état dépressif dont se plaint un travailleur est imputable à des causes extérieures à l'entreprise. Ça allait sans dire, mais ça va sans doute mieux en le jugeant. Alcoolisme, difficultés conjugales, etc. Et si l'employeur s'est contenté de sanctionner disciplinairement ce travailleur pour manquement à ses obligations professionnelles. Ça ressort très nettement d'un arrêt intéressant de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 octobre 2007. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un salarié qui avait des difficultés conjugales et qui, à cause de ces difficultés, n'allait pas bien, faisait preuve d'un certain absentéisme au travail, rendait un travail de moins bonne qualité, était agressif avec ses collègues. Bon, l'employeur, face à un tel comportement objectivement fautif, l'a sanctionné disciplinairement, l'a d'abord rappelé à l'ordre, puis il y a eu un crescendo de sanctions, et le salarié, pour échapper, faire annuler ces sanctions, disait eh bien ces sanctions sont constitutives de harcèlement. Et c'est ce qui est abstraitement possible, puisqu'on a vu que les agissements de droit pouvaient être regardés comme des harcèlements au sens de l'article 222-33-2. Non, le juge pénal fait preuve d'un certain discernement en disant ces sanctions disciplinaires ne sont pas constitutives d'un harcèlement, elles ne sont que l'exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l'employeur face à un comportement objectivement fautif du travailleur qui n'est pas imputable au travail mais à des difficultés d'ordre personnel. Vous voyez le raisonnement. Alors vous allez me dire, comment il peut s'en sortir ce travailleur-là? En se mettant en maladie. Et là, effectivement, s'il vient plus au travail, il peut plus faire de fautes, il peut plus être sanctionné pour l'exécution du travail. Mais il faut jamais oublier, et le juge du contrat de travail le répète, que l'employeur n'a pas une obligation de soigner et de prendre en compte tous les maux dont se plaint le travailleur. Il ne doit répondre que des seuls maux qui sont imputables au travail. Alors c'est un discours brutal, j'entends bien, mais si le salarié prend son travail en retard parce qu'il y a des difficultés conjugales, parce qu'il boit, ou parce qu'il s'adonne toute la nuit à des jeux vidéo, des addictions contemporaines, l'employeur est en droit de le sanctionner. Ces causes-là sont exogènes, elles ne sont pas rattachables à la collectivité de travail, et en sorte que l'employeur peut fulminer une sanction disciplinaire. Et si ces causes sont telles que le travailleur est malade, objectivement dépressif, il se met en état de maladie non professionnelle. Vous voyez le raisonnement. Mais s'il vient au travail, il travaille correctement, sinon les sanctions risquent de tomber. Sauf à démontrer, j'y reviendrai, que sa dépression est consécutive à un harcèlement qu'il subit au travail. Mais là, c'est pas l'hypothèse sur laquelle je raisonnais jusqu'à présent. Donc voilà les trois règles d'imputation fondamentales. Après, on tombe dans des nuances qui ne sont pas inintéressantes, et notamment par le recours à la théorie de la complicité. Lorsque j'évoquais la responsabilité personnelle de l'employeur, je disais qu'il était responsable des agissements qu'il commettait lui-même ou des agissements qu'il donnait l'ordre de commettre à l'encontre de tel travailleur. Bon, eh bien, la jurisprudence admet rarement, mais elle l'a admis, que l'acteur de la collectivité de travail qui acceptait d'exécuter les ordres en ne pouvant pas ne pas avoir conscience que ces ordres matérialisaient un harcèlement, sera déclaré complice de harcèlement. Donc vous aurez deux prévenus dans ce cas de figure, plusieurs, mais dans le cas le plus simple d'eux, vous avez l'employeur qui a donné les ordres de commettre des agissements constitutifs de harcèlement, et la personne, le chef de service par exemple, le cadre qui a relayé ces ordres et qui a accepté de les appliquer en ne pouvant pas ne pas avoir conscience qu'ils étaient constitués de harcèlement, qui sera poursuivi pour complicité de harcèlement. Et encore plus récemment, la Cour de cassation a fait une application assez rare de ce qu'on appelle, nous pénalistes, la théorie de la complicité passive.
puisque par un arrêt important du 13 mars 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit que l'employeur, en l'occurrence du secteur privé, mais aucune raison que ce soit pas transposable au secteur public, doit être déclaré complice de harcèlement moral, en l'occurrence, l'employeur qui avait connaissance des agissements commis par un cadre à l'encontre d'un de ses subordonnés et qui est resté passif. Ça, c'est pas anodin comme jurisprudence, parce que l'employeur aurait pu être tenté de dire, oh, je sais que dans tel service, c'est pas la joie, mais pas vu, pas pris, c'est pas moi qui commets les agissements, c'est vrai. Donc je suis un peu à l'abri, les loups vont se manger entre eux, moi je m'en occupe pas. Non, c'est pas si simple. Par le biais de l'obligation de sécurité de résultat imaginée par la jurisprudence et sur laquelle je vais revenir dans un instant, le juge pénal considère que dès lors que l'employeur a un devoir de faire assurer la santé mentale des travailleurs sous son autorité, il a un devoir de réagir lorsqu'il apprend qu'un harcèlement moral est subi par un des travailleurs de la collectivité dont il est responsable, quand bien même il n'est en rien impliqué dans ces agissements. Donc voilà une jurisprudence très intéressante, car elle aboutit finalement à responsabiliser le chef d'entreprise ou l'autorité territoriale qui, sachant pertinemment que ça se passe mal, ne fait rien. Et ce, par le biais de la théorie pénaliste de la complicité passive. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les harcèlements. Autre aspect de la pénalisation, on s'aperçoit au gré de quelques décisions, pas très nombreuses d'ailleurs, que les risques psychosociaux peuvent être appréhendés par le biais d'autres infractions que le harcèlement. Il s'agit, en bref, là, de pénaliser des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre du harcèlement, mais qui néanmoins produisent des conséquences dommageables sur la santé mentale des travailleurs. C'est ainsi que j'ai pu répertorier une ou deux décisions en matière de coups et blessures et d'homicide involontaire. Ont été condamnés de ce chef des employeurs ou des cadres, selon l'auteur des agissements considérés, qui ont négligé d'user de leur pouvoir pour faire cesser des conditions de travail objectivement dangereuses pour la santé mentale des travailleurs, avec malheureusement cette conséquence que l'un d'entre eux a subi une grave dépression, voire dans le pire des cas s'est suicidé. Là, on n'a pas affaire à des... Je vous concède bien volontiers que la frontière entre harcèlement et coups et blessures ou homicide involontaire en la matière est assez mince, c'est toute la difficulté, mais voilà des gens qui ne peuvent pas être à proprement parler regardés comme des harceleurs, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont peut-être pas commis intentionnellement des agissements, mais qui sont plutôt restés passifs et ont laissé dégénérer des conditions de travail pathologiques à l'issue desquelles la santé d'un travailleur s'est trouvée tellement dégradée qu'il a été mis en arrêt maladie, voire même qu'il se fait suicider. Eh bien, la jurisprudence admet, si la démonstration lui en est faite, que ces responsables de la prévention des accidents du travail et de la maladie professionnelle puissent être inquiétés, non pas pour harcèlement, mais pour coups et blessures involontaires. Et puis on voit également quelques condamnations d'acteurs de collectivités de travail pour des violences et voies de fait à l'encontre constitutive de risques psychosociaux. Là, la frontière avec le harcèlement est encore plus mince. C'est notamment le cas des gens qui ont un agissement isolé. Rappelez-vous, pour qu'il y ait harcèlement moral, il faut des agissements répétés. Et à contrario, un agissement isolé ne peut pas être regardé comme harcèlement. Donc, la jurisprudence parvient quand même parfois à prendre dans ses filets des acteurs de l'entreprise, employeurs, chefs de service, qui ont eu un comportement isolé grave à l'encontre d'un subordonné, par le biais de la qualification de voie de fait. La voie de fait, c'est une variété de violence non physique. Exemple tiré de la jurisprudence, voilà un cadre qui, insatisfait du travail d'un subordonné, rentre dans son bureau et fait avec un couteau et fait semblant de le frapper.
puis s'en va. Bon, outre le côté théâtral de cet agissement, eh bien la qualification de harcèlement doit être écartée puisque c'est un agissement unique. Il n'y a rien eu d'autre que cela. Mais le juge a condamné ce cadre pour voie de fait. La voie de fait, c'est selon la formule consacrée, le comportement violent non suivi d'effusion de sang de nature à créer un choc psychologique important de la part de celui qui en est victime. Effectivement, on peut imaginer que la personne voir son chef de service avancer vers soi avec un couteau d'un air menaçant, ça soit de nature à affecter sa santé mentale, du moins à créer un choc psychologique dommageable. Voilà. Bon. Donc vous voyez quand même que le paysage pénal est très très largement dominé par le harcèlement. Les autres infractions que je viens de citer sont très marginales. Ce sont des infractions de droit commun en plus, pas spécialisées, à la différence du harcèlement. Mais la raison en est que le législateur pénal n'a érigé que le seul harcèlement en infraction pénale. Il n'a pas voulu ou su appréhender les autres risques psychosociaux, sans doute parce qu'il les a jugés moins graves. Et sans doute aussi, parce qu'on va le voir dans un instant, ces autres risques psychosociaux sont suffisamment appréhendés par le droit du travail au sens large que c'était pas la peine non plus de les pénaliser. Alors, intéressons-nous maintenant à ce second aspect de la matière que j'annonçais en introduction, à savoir le traitement que j'appellerais social. Social au sens où un juriste l'entend, je vais y revenir, le traitement social des risques psychosociaux. La première partie du développement étant consacrée au traitement pénal, la seconde au traitement social. Alors, la question du traitement social revêt deux aspects qu'il convient de distinguer. À mes yeux, vous avez les aspects disciplinaires engendrés par les risques psychosociaux, et après vous avez les aspects indemnitaires, qui sont sans doute les plus importants. En tout cas, ceux qui donnent lieu à beaucoup de jurisprudence ces dernières années. Alors, les aspects disciplinaires du harcèlement, on peut dire que la matière fait l'objet de textes relativement redondants, puisque à la fois dans le code du travail et dans votre loi statutaire, on évoque cet aspect disciplinaire. Dans le code du travail, à l'article 1152-1, il est dit que aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, ça allait sans dire, ni être sanctionné disciplinairement à raison des conséquences du harcèlement moral dont il est victime. Et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui s'applique à tous les agents de la fonction publique, il est dit: aucune mesure concernant le recrutement, la titularisation, la formation, la notion, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa, ou le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements, ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements qu'il les ait relatés. C'est l'article 6 quinquies de la loi de 1983. On voit bien l'idée véhiculée par cette disposition, c'est que il crée une sorte d'immunité disciplinaire au profit, soit de l'agent qui a été victime de harcèlement, soit de l'agent qui dénonce un harcèlement dont son collègue de travail est victime. Et le juge, qu'il s'agisse du juge judiciaire pour le contrat de travail ou du juge administratif pour les agents publics,
donc les juges ont une ligne de conduite relativement nette en matière de droit disciplinaire et harcèlement. Voilà les enseignements que je retire de leur jurisprudence en la matière. Aussi bien le juge pénal que le juge administratif nous disent que l'exercice du pouvoir de direction, aussi légitime soit-il, ne saurait jamais justifier un stress excessif de la part d'un travailleur. Là, on dépasse un petit peu le cadre du harcèlement pour revenir dans le cadre plus général des RPS, mais ce que ces décisions nous enseignent, c'est que le juge ne nie pas qu'un employeur ou un supérieur hiérarchique ait un pouvoir de direction, un pouvoir hiérarchique, sinon au bout d'un moment la machine ne tournerait plus. Si on pouvait plus donner des ordres à des travailleurs, ça le juge il ne le méconnaît absolument pas. Simplement ce qu'il dit, c'est que jamais un pouvoir hiérarchique ou un pouvoir de direction ne doit être exercé dans des conditions telles qu'il provoque un stress excessif de la part des travailleurs publics ou privés qui en sont l'objet. Autrement dit, le pouvoir de direction cesse, et avec lui le pouvoir disciplinaire, cesse d'être légitime lorsqu'il aboutit à des conséquences excessives, dommageables. Bon, ça c'est une idée. C'est d'ailleurs toute la difficulté pour le juge en matière de harcèlement ou plus généralement de RPS, c'est de savoir jusqu'où le pouvoir de direction légitime de l'employeur doit aller trop loin. Autre enseignement tiré de la jurisprudence, le licenciement ou la révocation, selon le secteur auquel on s'adresse, ne saurait être valablement décidé si le comportement reproché au travailleur a pour cause un harcèlement dont il a été victime. C'est le cas de figure, comme je vous l'indiquais en début de mon intervention, le plus fréquent en jurisprudence. Voilà un salarié qui se fait sanctionner disciplinairement. Alors là, j'ai pris l'exemple du licenciement et de la révocation, mais ça peut être des sanctions de moindre degré, des mises à pied, des choses comme ça. Voilà un agent auquel l'autorité territoriale reproche objectivement un comportement fautif et le sanctionne en conséquence. Si ce travailleur parvient à démontrer que ce comportement qu'on lui reproche est en réalité la conséquence d'un harcèlement dont il est lui-même victime, cette preuve privera de fondement la sanction disciplinaire contestée. Vous voyez le raisonnement. D'ailleurs, ce n'est que l'application de la lettre de la loi que je citais qui interdit de sanctionner disciplinairement quelqu'un qui est victime de harcèlement. Après, encore faut-il, rappelez-vous cet arrêt de 2011, démontrer que le harcèlement est imputable à l'entreprise, à la collectivité de travail. Dans le même ordre d'idées, le juge judiciaire nous dit que une démission, mais vous avez aussi des démissions vraisemblablement, enfin, dans le secteur public on connaît la démission, j'imagine, la démission prise dans un contexte de harcèlement doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà un salarié qui démissionne parce qu'il est confronté à un climat psychologique insupportable, et puis quelque temps après, il agit au prud'homme contre son employeur pour pouvoir dire que sa démission n'a pas été libre, en quelque sorte. Elle n'a été que une réaction en urgence pour fuir un climat malsain pour lui. Et bien, s'il parvient à rapporter cette preuve, le juge du contrat de travail nous dit que, en réalité, la démission doit être qualifiée de harcèlement, de licenciement, pardon. Et qui plus est, licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque aucune des formes requises pour la validité du licenciement n'a été observée par hypothèse, puisque on est parti sur les bases d'une démission. Vous voyez ? Bon. Le juge disciplinaire, public ou privé, enfin judiciaire ou public, plus exactement, ou administratif, a jugé à quelques reprises, c'est pas non plus à négliger quand on est employeur ou responsable hiérarchique, que le travailleur qui accuse à tort
tel autre acteur de la collectivité de travail de l'avoir harcelé peut être sanctionné disciplinairement pour accusation mensongère. Attention à l'arroseur arrosé, hein, c'est ce que nous dit cette jurisprudence. Si l'on accuse trop facilement son chef ou son employeur de harcèlement, eh bien, ça peut être outre motif de dénonciation calomnieuse au pénal, enfin ce genre de choses, mais je ne rentre pas dans les détails, mais le juge administratif a admis qu'un agent puisse être sanctionné disciplinairement pour s'être plaint à tort d'être victime de harcèlement. Il ne faut pas non plus l'oublier. Le harcèlement n'est pas une cause d'immunité générale et absolue quand il est brandi. Il faut aussi qu'il puisse être étayé le cas échéant. Autre arrêt intéressant de la Cour de cassation, mais à mon avis, le Conseil d'État jugerait pareillement si la question lui était posée. En ces matières de santé et sécurité du travail, il y a une énorme synergie entre le juge administratif et le juge judiciaire. C'est pas toujours le cas, hein, mais là, le juge administratif est un peu coincé parce que, encore une fois, les règles de santé et sécurité du travail du Code du travail sont applicables dans les collectivités publiques. Donc, le juge administratif serait malvenu de développer un corpus jurisprudentiel complètement différent du juge judiciaire à règle constante. Vous voyez le raisonnement. Bon. Eh bien, le juge judiciaire a jugé à quelques reprises, ça non plus ce n'est pas inintéressant, que l'employeur doit sanctionner disciplinairement les salariés qui ont commis un harcèlement sur un de leurs collègues de travail. Autrement dit, cette jurisprudence est à rapprocher de l'arrêt de mars 2012 que je citais il y a quelques minutes, parce que imaginez cet arrêt qui déclare l'employeur complice de harcèlement pour n'avoir pas réagi. Les deux s'enchassent bien l'un dans l'autre. Soit un employeur qui apprend qu'il se commet un harcèlement, mais qui fait semblant de ne pas entendre et surtout de ne pas réagir pour apaiser les troupes. Hein. On va pas envenimer les choses en sanctionnant. C'est une stratégie un peu négative. Bon, eh bien, le juge lui dit, mais attendez, non seulement vous avez le pouvoir, mais vous avez le devoir de sanctionner disciplinairement les harceleurs, et vous l'avez d'autant plus que si vous ne faites rien, je vous rappelle qu'au bout d'un moment, vous pourriez être regardé comme complice de ces harcèlements. Donc ces arrêts s'enchassent l'un dans l'autre. En n'usant pas de son pouvoir et même de son devoir disciplinaire, l'employeur met un pied mais franchement un pied dans la complicité passive. Enfin, mais ça c'est, je citais cet arrêt tout à l'heure, en tant qu'il constitue une règle d'imputation, mais on le retrouve exactement le même raisonnement disciplinaire, c'est que l'employeur est en droit de sanctionner disciplinairement un salarié sous l'empire d'un trouble mental, dès lors que ces troubles mentaux ne peuvent pas être attachés à l'entreprise. Dit comme ça paraît brutal, mais je ne reproduis pas, je ne répète pas les propos que j'ai tenus tout à l'heure. L'employeur n'a pas... Tout ce qui compte pour un employeur, c'est la façon dont le travail s'exécute. Dès lors que les troubles, aussi graves soient-ils dont se plaint le travailleur, ne sont pas imputables à l'entreprise, le travailleur doit se mettre en maladie, mais il ne doit pas continuer à travailler dans de mauvaises conditions. Sinon, il s'expose à une sanction disciplinaire. Il y a de très nombreux arrêts du Conseil d'État notamment, peut-être encore plus dur que la Cour de cassation à cet égard, qui dit que le trouble mental d'un salarié, dès lors qu'il n'est pas imputable à l'entreprise, n'exclut pas l'infliction d'une sanction disciplinaire. Enfin, passé le disciplinaire, j'en arrive à l'indemnitaire et assimilé. Il faut, s'il y avait un propos parmi tous ceux que j'ai commis, parfois un peu dans le désordre, maladroitement, que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est le suivant, c'est que aujourd'hui, le juge judiciaire et le juge administratif regardent les troubles mentaux comme des accidents du travail, pourvu qu'ils soient rattachables à la collectivité de travail, bien entendu. Je ne dis pas ce que j'ai dit.
Donc les risques, pour dire les choses autrement, aujourd'hui, les risques psychosociaux sont devenus, de par les textes et de par la jurisprudence, des accidents du travail comme les autres. On pourrait d'ailleurs discuter, mais c'est là plus affaire de médecins que de juristes, de cette qualification d'accident du travail retenue par les juges, car ces troubles psychologiques évoquent, à mon avis, instinctivement plus la maladie que l'accident. Mais dans le privé notamment, il n'est pas anodin que le juge retienne la qualification d'accident du travail plutôt que de celle du maladie, parce que celle de maladie, ça serait par hypothèse une maladie non inscrite au tableau. Enfin, je pense que dans le public, vous raisonnez de la même façon. Il y a des tableaux de maladies qui créent des sortes de présomptions d'imputation au travail. Si vous avez travaillé à tel poste de travail confronté à telle substance dangereuse et que vous développez telle maladie, on présume que cette maladie est imputable au travail. Et si vous développez une maladie qui est hors tableau, ça va être à vous de rapporter la preuve qu'elle est imputable au travail. Ce qui est une preuve qui n'est pas forcément aisée à rapporter, surtout s'agissant de troubles psychologiques, alors qu'à l'inverse, la qualification d'accident du travail est paradoxalement plus facile à retenir pour le juge et le travailleur. À ce propos, il est intéressant de voir l'évolution de l'appréhension du suicide par le juge judiciaire, le suicide de travailleurs, qui paraît-il se multiplie. Il n'y a pas que chez Renault ou chez Orange où les travailleurs se suicident. Les praticiens que j'ai entendus lors du colloque de l'Association française de psychiatrie paraissaient dire que maintenant, y compris dans le secteur public, des gens qui se suicident au travail, ça se répand. Alors sachez, pour ouvrir la parenthèse suicide, si vous me passez l'expression, que jusque dans les années 80, on va dire, même 90, le juge judiciaire, et on peut dire le juge administratif qui est à sa suite dans ces matières-là, n'acceptait jamais de considérer qu'un suicide pût être imputable au travail. Le raisonnement sous-jacent étant que le suicide dépend tellement de l'intimité du travailleur qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être attaché au travail d'une quelconque façon. Vous voyez le raisonnement. Aujourd'hui, ça peut sembler curieux comme raisonnement, mais c'était c'est un événement tellement personnel, tellement grave que raisonnablement, on ne pouvait pas le rattacher au travail. La jurisprudence était dans cette ligne de conduite jusqu'en les années 90. Et puis, elle a évolué en considérant que les ayants cause du travailleur qui a mis fin à ses jours pouvaient obtenir une indemnisation de la part de l'entreprise sous la qualification d'accident du travail s'il démontrait que ces suicides étaient imputables à un climat de harcèlement dans l'entreprise. Quand bien même le suicide se produisait à l'extérieur de l'entreprise, peu importe. Donc là, on rattachait le suicide au harcèlement. S'il était démontré que c'était la conséquence d'un harcèlement qui s'était développé dans l'entreprise, on pouvait regarder le suicide comme un accident du travail. Et puis enfin, dernière évolution de la jurisprudence, c'est un arrêt du 21 novembre 2012 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre compétente en matière de sécurité sociale. La deuxième chambre civile fait jouer la présomption d'imputabilité au travail du suicide survenu au temps et au lieu de travail. Alors, c'est vrai que dans le secteur public, vous n'avez pas de présomption d'imputabilité de la sorte, c'est ce qui vous distingue du secteur privé, même si le juge administratif, de fait, si j'ose dire, a plus de facilité à admettre qu'un accident survenu sur le temps et le lieu de travail est imputable au travail, mais dans le privé, vous avez une règle encore plus claire, qui est ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Si un accident a lieu au temps et au lieu de travail, ou à l'occasion du travail, il est présumé simplement être rattachable au travail, avec l'obligation d'indemnisation que cela suppose pour l'employeur, sauf où l'employeur a démontré que malgré les apparences, cet accident n'a rien à voir avec le travail. Eh bien, dans cet arrêt de fin 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait jouer la présomption d'imputabilité à un suicide survenu sur le temps de travail, sur le temps et le lieu de travail, abstraction faite de tout éventuel climat de harcèlement.
Ça veut dire que ça va être à l'employeur de ce travailleur défunt de démontrer que malgré les apparences, ce suicide n'est en rien rattachable au travail, qui est une preuve qui n'est pas forcément aisée à démontrer, puisque le juge manifestement le découple de tout climat de harcèlement aujourd'hui dans sa dernière jurisprudence. Bien, il me semble que le cas particulier et tragique du suicide est en réalité révélateur de l'appréhension jurisprudentielle des risques psychosociaux. Si le travailleur démontre, et la preuve n'est pas toujours aisée à rapporter, que les troubles d'ordre psychologique dont il se plaint sont rattachables au travail, eh bien, l'employeur devra indemniser le salarié en faisant application des règles d'indemnisation des accidents du travail applicables. En l'occurrence, je crois que chez vous, c'est le code des pensions, mais je peux me tromper. Nous, c'est rémunéré 100% et prise en charge des frais médicaux et paramédicaux. Voilà, donc c'est un régime d'indemnisation et de prise en charge favorable. Et le juge, dans cette logique d'accidentalisation des risques psychosociaux, dit dans le privé, mais vous n'avez pas non plus cette règle-là, que s'il est démontré que la réalisation de ces risques sont dus à une faute inexcusable de l'employeur, et ça sera le cas d'un harcèlement, le harcèlement étant une infraction intentionnelle, je le rappelle, il y aura lieu de verser des indemnités supplémentaires. Vous n'avez pas la théorie de la faute inexcusable dans le secteur public, même si ça a été préconisé par les auteurs de l'accord santé-sécurité au travail dans la fonction publique de 2009. Alors ce rattachement des risques psychosociaux aux accidents du travail n'est à la vérité pas surprenant quand on sait que le livre 4 du Code du travail, je cherche le texte précis, ça doit être l'article 4132-1 du Code du travail, prescrit à l'employeur de veiller à tout moment à la sécurité et à la santé mentale des travailleurs. Autrement dit, la loi, et cette loi est applicable chez vous, c'est le livre 4 du Code du travail, la loi met exactement sur le même plan, aujourd'hui, au regard des obligations de l'employeur, la sécurité physique et la sécurité mentale des travailleurs. Donc il n'est pas surprenant que le juge ait cousu tout ça dans un sac accident du travail. Et dans le prolongement de cette assimilation du risque mental au risque physique, vous avez la Cour de cassation qui, il n'y a pas longtemps, a posé, mais ce n'est pas une surprise, que l'obligation de sécurité de résultat qu'elle a dégagée à propos des employeurs du privé, mais qui s'applique aux employeurs du public, puisqu'elle dérive du livre 4 du Code du travail, l'obligation de sécurité de résultat, qui est un concept dont vous avez peut-être entendu parler, qui oblige l'employeur à faire régner une sorte de risque zéro en matière de sécurité des travailleurs. Cette obligation de sécurité de résultat, elle s'étendait à la prévention des risques d'affection mentale des travailleurs. Elle a estimé qu'un employeur qui contestait sa responsabilité en matière de harcèlement en faisant valoir que c'était pas lui qui l'avait commis, mais d'autres acteurs de l'entreprise, bien, on n'était pas au pénal cette fois-ci, on était à l'indemnitaire. Bien, le juge judiciaire dit, dès lors que vous, employeur, vous assumez l'obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité physique et de santé mentale des travailleurs, il y a lieu de considérer que votre entreprise doit indemniser comme un accident du travail les conséquences des harcèlements dont les travailleurs sont victimes dans votre collectivité de travail. Le raisonnement s'enchasse logiquement. Enfin, dans le prolongement de l'indemnitaire, même si académiquement on ne pourrait pas le rattacher à celui-ci, il y a une problématique qui n'est pas négligeable, mais propre au secteur public, à laquelle Madame la Présidente faisait allusion, c'est la problématique de la protection fonctionnelle.
à laquelle je m'intéresse aussi depuis des années, même si au départ la protection fonctionnelle elle prenait pas naissance dans le cadre de harcèlement, mais de bonnes vieilles agressions physiques, si je puis dire, commises contre les agents, les travailleurs sociaux ou la police municipale en règle générale. Si malheureusement j'apprends régulièrement que ces risques d'agression physique, loin de diminuer, eh bien progressent de manière inquiétante. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est traité le harcèlement au regard du droit de la protection fonctionnelle. Et force est de constater que le Conseil d'État a rendu un certain nombre d'arrêts en la matière ces dernières années qui montrent que c'est un problème d'actualité. Vous savez, tout le monde sait dans cette salle ce qu'est la protection fonctionnelle. Non, je dis non, je sais pas, mais ça me surprendrait pas parce que c'est là une institution qui est pas forcément très bien connue. En bref, la protection fonctionnelle qui est prévue par le statut de la fonction publique oblige la collectivité à défendre celui de ses agents qui fait l'objet d'une agression dans l'exercice de ses fonctions. Le texte parle d'agression sans autre précision, sachant que cette protection prend la forme concrètement de prise en charge des frais de justice contre l'agresseur par la collectivité, mais ça va au-delà également, financer une aide psychologique en cas de besoin, repenser les postes de travail pour éviter que l'agression ne se reproduise avec des vides de sécurité, etc. Bon, je rentre pas dans les détails, mais c'est de ça dont il s'agit. Et la question qui s'est posée en premier lieu au Conseil d'État est de savoir si un travailleur victime de harcèlement dans le cadre de son travail pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle pour ce motif. Et le Conseil d'État a répondu positivement à cette question, notamment par un arrêt de principe du 8 mars 2010, en disant, en bref, que le harcèlement était une agression comme les autres, en sorte que l'agent pouvait bénéficier d'une protection de la collectivité lorsqu'il était confronté à cette situation. Bon, là encore, c'est pas étonnant dans le cadre d'un texte général qui prescrit à l'employeur de veiller à la sécurité physique et à la santé mentale des travailleurs. Le risque d'agression psychologique ne doit pas, dans ce cadre, être traité plus légèrement que le risque d'agression physique, quand bien même, historiquement, c'est vrai que la protection fonctionnelle a été pensée exclusivement pour les risques physiques, les risques d'agression physique dont les agents étaient victimes. Donc ça, c'est la première étape, la plus attendue, mais pas la plus surprenante. Le Conseil d'État admet l'ouverture de la protection fonctionnelle pour le risque de harcèlement. Bon. Mais le juge administratif a ensuite, une fois cette reconnaissance intervenue, a été confronté à une situation beaucoup plus délicate à laquelle certains gestionnaires de ressources humaines parmi vous peut-être sont confrontés, c'est les demandes de protection croisée. Car en matière de harcèlement, on observe, mais le juge pénal aussi observe un phénomène assez fréquent, c'est que un agent, enfin un travailleur va en accuser un autre de commettre à son endroit des faits de harcèlement moral ou sexuel, moral dont il s'agit, et l'autre va riposter en disant que non, c'est lui qui est harcelé par celui qui l'accuse. Et d'ailleurs l'accusation participe du harcèlement dont il est victime depuis quelque temps. Si vous voulez, vous avez des accusations de harcèlement croisé qui se font jour de plus en plus souvent. La meilleure des défenses, c'est peut-être l'attaque. Et dans le prolongement de ce phénomène d'accusation croisée, il peut y avoir des dépôts de demandes de protection fonctionnelle croisées. Chacun accusant l'autre et demandant à la collectivité de le protéger du harcèlement commis par l'autre et de financer l'action contre l'autre.
Alors, c'est vrai que quand on est gestionnaire de protection fonctionnelle dans une collectivité, on a un peu l'impression de se trouver confronté à une situation schizophrénique. Puisque si on part de l'hypothèse qu'il y a parmi l'un des deux un menteur, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, vous pouvez avoir des vrais harcèlements croisés. C'est pas inconcevable techniquement. Mais en général, le cas le plus fréquent, c'est un vrai harceleur et une vraie victime. Donc vous êtes sûr que si vous ouvrez le droit à la protection aux deux, vous allez peut-être défendre un mauvais apôtre dans le lot. Bon. Alors, il y a certaines collectivités qui, tel Salomon, se sont dit, face aux accusations croisées, je renvoie tout le monde dos à dos, c'est-à-dire concrètement, je n'ouvre la protection à personne. Mais par principe, comme ça. Bon. Et puis vous en avez d'autres, a priori plus généreuses, mais aussi peu regardantes, qui à l'inverse disent « Oh, comme je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, ce qui est sans doute vrai, seul le juge pénal pourra le dire avec ses approximations, mais au moins on sera tenu pour vérité, eh bien je l'ouvre par principe aux deux. » Bon, bien, le Conseil d'État, qui a été saisi de cette question, est venu récuser l'une et l'autre de ces deux attitudes. Il sanctionne assurément le fait de refuser par principe la protection fonctionnelle au motif qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et que les loups vont se manger entre eux devant le juge pénal qui saura discerner la vérité. Ça, le Conseil d'État dit, c'est une attitude qui est inacceptable parce que l'accusation croisée ne doit pas décharger à bon compte la collectivité de son obligation de protéger l'agent. C'est trop facile pour dire les choses autrement, de refuser au motif qu'il y a deux demandes un peu concurrentes ou contradictoires. Bon. Alors vous allez dire, il va être plus bienveillant envers ceux qui ouvrent à l'inverse la protection systématiquement. Non, le Conseil d'État est pas plus bienveillant parce qu'il dit que c'est les deniers publics qui risquent d'être engagés à mauvais droit si l'on ouvre sans discernement la protection fonctionnelle. Oui, parce que, je vous l'ai dit, la protection fonctionnelle se traduit par une prise en charge des frais de justice et même de l'indemnisation de l'agent. Mais ça, il est déjà indemnisé au titre de l'accident du travail. Mais ce qui est intéressant avec la protection fonctionnelle, ça a été jugé dans les années 80, c'est que parce que la protection fonctionnelle, c'est la prise en charge des frais de justice et l'indemnisation des préjudices si l'agresseur est insolvable. Voilà. C'est qu'on peut indemniser des chefs de préjudice dans le cadre de la protection fonctionnelle qui ne reçoivent aucune indemnisation dans le cadre de la législation des accidents du travail. Précium doloris, préjudice d'agrément, préjudice moral. Ces chefs de préjudice ne sont pas indemnisés dans le cadre de l'accident du travail. L'accident du travail, c'est forfaitaire, et c'est plutôt forfaitaire à la baisse, on ne peut pas se le cacher. En revanche, là, on tombe, avec la protection fonctionnelle, on tombe dans l'indemnisation de droit commun, c'est l'indemnisation intégrale. Ça peut être beaucoup plus intéressant pour la victime que l'indemnisation forfaitaire de l'accident du travail. Parce que l'agression, c'est un accident du travail. Ça a été jugé depuis des années. Donc, il en va de l'engagement de deniers publics. Ouvrir trop facilement les portes de la protection fonctionnelle, c'est risqué de prendre en charge les frais de justice et d'indemniser, in fine, quelqu'un qui ne le mérite absolument pas, mais qui, au contraire, est plutôt un vrai fautif. Alors, quelle est finalement la bonne voie ? Comme toujours en matière de protection fonctionnelle, sauf que là ça revêt une acuité particulière puisqu'on a demande croisée, le Conseil d'État dit l'octroi de la protection fonctionnelle dépend de la vraisemblance des faits allégués par ceux qui la demandent. Alors c'est subtil. Le Conseil d'État n'a jamais dit que c'était à la collectivité de faire toute la lumière sur les faits d'agression réels ou supposés dénoncés par le demandeur à la protection fonctionnelle. Seul le juge pénal, dans le cadre de l'action contre l'agresseur, puisque toutes les agressions ont une connotation pénale dans la logique de la protection fonctionnelle, seul le juge pénal dira in fine si oui ou non l'agression a eu lieu et condamnera l'agresseur. Bon.
Mais, dit le Conseil d'État, la collectivité, à son niveau, si elle ne dispose pas des moyens d'investigation du juge pénal, elle va pas mettre ses agents en garde à vue, elle va pas les mettre en détention provisoire, elle va pas les mettre sur écoute téléphonique, ça j'entends bien, mais à son niveau, la collectivité, c'est quand même pas n'importe qui par rapport au protagoniste, c'est quand même l'employeur des deux, dans mon cas de figure. Elle peut faire une enquête interne, elle doit faire une enquête interne d'ailleurs lorsqu'elle est saisie d'une demande de protection fonctionnelle, quelle qu'elle soit, pour essayer de forcer les témoignages des uns et des autres, de vérifier effectivement un salarié, un agent prétend qu'il est malmené, que on l'a déchargé de missions, en sorte qu'il n'a plus que des missions subalternes, déconsidérantes, il n'a pas le matériel, volontairement l'a privé du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, qu'on l'a privé de sa place de parking alors que tous les autres en ont une, etc. Bon bah ça c'est pas très difficile à la collectivité de le vérifier, elle est même mieux placée d'une certaine façon que le juge pénal pour vérifier si le bureau il fait 15 mètres carrés ou s'il en fait 30. Et vérifier que le bureau des autres personnes placées aux mêmes positions hiérarchiques fait 30 mètres carrés ou 15 mètres carrés. Facile de vérifier si une personne a ou non l'ordinateur dont elle a besoin. Bon, eh bien, au terme de cette enquête interne, la collectivité, elle n'a, mais on lui en demande pas plus, elle n'a qu'à s'assurer de la vraisemblance des accusations. S'il est vraisemblable, plausible, que l'accusation de harcèlement soit fondée, il ouvre la protection fonctionnelle. Alors peut-être que le juge pénal dira au bout du bout ah bah non, il n'y a pas eu de harcèlement, mais c'est pas pour autant qu'elle demandera le remboursement des sommes à l'agent. Ça c'est de la jurisprudence constante. C'est la vraisemblance, il a le droit à la protection, on l'ouvre, et bien si in fine, finalement il n'y a pas eu d'agression, bien sauf dénonciation mensongère, c'est un autre problème, on ne demandera pas répétition des sommes versées à titre. À l'inverse, si les accusations n'apparaissent pas vraisemblables, la collectivité doit refuser la protection. Et le Conseil d'État a dit, dans une décision de principe de 2011, si ma mémoire est bonne, que en présence d'accusations croisées, il pouvait n'être pas invraisemblable que les deux fussent vrais. Parce que chacun des accusateurs, des prétendues victimes, a des éléments sérieux et plausibles à faire valoir à l'appui de sa dénonciation des harcèlements dont il est victime. Et dans ce cas, aussi schizophrénique et contradictoire cela puisse-t-il paraître, on doit accorder la protection fonctionnelle aux deux, jusqu'à ce que le juge pénal dise voilà le vrai agresseur, voilà la vraie victime. Vous voyez, c'est une matière subtile, la protection fonctionnelle. Mais retenez une chose, c'est que les risques psychosociaux et le harcèlement particulier sont aujourd'hui rentrés parfaitement dans le cadre de la protection fonctionnelle. Voilà, j'en ai terminé avec mon intervention. On a le temps largement de répondre à toutes vos interrogations et je pense qu'elles sont nombreuses. Alors, je suis conscient de ce que mes propos peuvent être parfois peu clairs ou d'ordre excessivement technique, mais à ma décharge, la matière est particulièrement difficile à appréhender. Je veux que vous en reteniez qu'elle a une coloration pénale, c'est des harcèlements dont il s'agit, mais que finalement, statistiquement, cette coloration pénale est loin d'être la plus importante, et qu'elle a surtout, et c'est là, j'allais dire, toute son actualité, cette matière des risques psychosociaux a une actualité sociale, au sens où un juriste l'entend, en ce sens que les risques psychosociaux impactent directement sur le droit disciplinaire et plus assurément et plus pratiquement, les risques psychosociaux sont aujourd'hui traités comme des accidents du travail comme les autres. Voilà. Voilà le message que je voulais vous faire passer en remerciant encore une fois le centre de gestion de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à voix haute sur ce délicat sujet.